On ne parle que de ça cette semaine, l'affaire Fiona et la mort de cette petite fille de 5 ans qui pose beaucoup de questions. On va en parler avec vous, Michel Agrapard-Delmas. Merci d'être là. Vous êtes criminologue, psychologue. Vous travaillez sur ce genre d'enquête. Oui. On ne va pas parler du fond de l'affaire aujourd'hui, mais plus de la psychologie des personnes qui se retrouvent comme ça au centre de ces affaires. La mère de Fiona est finalement passée aux aveux cette semaine, en partie, même si on ne connaît pas les circonstances exactes de la mort de cette petite fille. Et pourtant, pendant 4 mois, elle a menti face à toutes les télés, comme sur France 3. Regardez. Je lance un appel à tout le monde pour tous les Clermontois, tous ceux qui peuvent nous aider. C'est vraiment un appel au secours. Et puis, voilà, c'est le but, c'est de retrouver Fiona, c'est tout. Donc, qu'on a vraiment besoin d'aide, quoi. Elle savait que sa petite fille était morte. Comment on peut mentir à ce point-là quand il s'agit de son enfant? Je ne peux pas parler de ce dossier précisément. Parce en général, dans les affaires auxquelles vous avez été confrontés, évidemment. C'est un processus qui est assez traditionnel et des mères ou des pères ou des beaux-pères, surtout le beau-père infanticide, j'en ai effectivement rencontré un certain nombre. Et effectivement, les mères mentent avec une sérénité absolument fabuleuse. Alors, j'imagine qu'elle est menteuse dans la vie, parce qu'on ne peut pas du jour au lendemain improviser une telle certitude devant les caméras. Donc c'est quelqu'un qui est quand même, ce genre de femmes sont quand même habituées à fabuler, à affabuler, à raconter des salades. Donc il y a tout un entraînement. Mais il se passe un processus psychologique que je trouve tout à fait étonnant, assez dramatique, mais intéressant psychologiquement. C'est que ces personnes qui mentent avec autant d'assurance, autant de certitude, elles le font d'abord pour se protéger de la justice, pour protéger l'amant ou n'importe qui d'autre. Donc c'est utilitaire. Comme n'importe quel criminel. Comme n'importe qui. Comme vous, comme moi. En fait, c'est-à-dire qu'elle ne croit pas son mensonge. Alors, dans un premier temps, non. Mais dans un deuxième temps, à force de mentir et de jouer les vedettes devant la télévision, il y a un processus qui se met en place, c'est l'intime conviction. C'est-à-dire qu'elle Ça veut dire qu'on se prend au jeu ? Elle est certaine, elle finit par s'auto-persuader. C'est de l'auto-persuasion. Elle finit par s'auto-persuader que ce qu'elle dit est la vérité. Et l'auto-persuasion va prendre le pas sur la réalité des faits. Est-ce qu'au final, elle exprime des regrets, elle se rend compte de son mensonge ou elle est tellement persuadée de ce qu'elle raconte que c'est presque irrécupérable? C'est très difficile parce que le problème des regrets, du remords, du repentir chez les gens que je vois moi en prison, incarcérés, est souvent lié plus à leur situation d'incarcération qu'aux faits eux-mêmes. Lorsqu'une femme a d'autres enfants, en l'occurrence elle allait avoir un autre enfant, je ne dirais pas que son chagrin de la disparition de sa fille est atténué, mais elle va avoir un autre bébé, un enfant de remplacement. Donc ça atténue un peu les choses. Mais regret, remords, tout dépend du lien qui l'unissait à sa fille, de l'affectivité, etc. Mais ce dossier on ne le connaît pas. Est-ce qu'elle buvait, est-ce qu'elle était toxico, est-ce qu'elle prenait des médicaments? On n'a aucune information. On a parfois l'impression dans ce genre d'affaires que l'enjeu est plus de défendre parfois son compagnon, plus que de pouvoir avoir des regrets sur ce qui s'est passé. Bien sûr, c'est le problème des familles incestueuses où la mère est dans une immense majorité informée de ce qui se passe entre son mari et sa fille et qui se tait. Alors, bon, la grande formule, elle est sous l'emprise on n'en sait rien, elle est sous l'emprise, elle a peur, elle a honte, elle n'a pas envie de perdre le mari, l'amant. Il y a souvent dans ces couples un attachement sexuel qui est très fort, donc elle n'a pas envie de perdre cet homme-là. Et puis il y a aussi tout un processus d'autoprotection, s'il tombe, elle tombe avec. Excusez-moi, ce sont des termes de justice. On cherche quand même à savoir l'origine de tout ça. Alors, c'est difficile d'aller faire des généralités sur des choses aussi complexes. Néanmoins, vous avez écrit déjà « Le pervers né pervers ». Est-ce que ça veut dire qu'il y a forcément
un terrain qui fait qu'on est amené, entre guillemets, à déraper un jour, ou est-ce que n'importe qui peut vriller du jour au lendemain ? Non, il n'y a pas d'autodétermination dans ce genre de comportement. Il est même extrêmement difficile de décrire une personnalité criminelle. Il y a des grands criminologues qui s'y sont attelés. On n'a pas, actuellement, la criminalité évolue beaucoup. Par exemple, la criminalité féminine, elle a fait un bond fabuleux ces dernières années. 25% des femmes incarcérées le sont actuellement pour des agressions sexuelles. C'est fabuleux. Avant, c'était l'infanticide le premier crime. Maintenant, c'est toujours le premier crime, mais il y a beaucoup d'agressions sexuelles. Elles tuent comme des hommes. En fait, quand on recherche dans les antécédents familiaux, on n'est pas dans un processus d'excuse ou de justification des faits, on est juste dans un processus de compréhension. C'est un reproche qu'on fait souvent aux experts judiciaires. Ah oui, mais vous les excusez? Non, on ne les excuse pas. En l'occurrence, moi je pense que chez ces femmes qui laissent tuer leurs enfants, souvent dans des situations, des conditions absolument intolérables, il faut chercher du côté de son père, quelle est la relation avec son père, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'elle a construit dans son identité de fille par rapport à des parents, par rapport à un couple parental. Bon, quand on saura ça, on sera content, ça ramènera pas cette petite fille, dont personne ne parle d'ailleurs. Tout le monde parle des parents, de la mère notamment, qui a menti en direct, mais dans ce dossier de cette petite Fiona, on ne parle pas de la souffrance, de la terreur, de la peur de cette petite fille, de son incompréhension devant ce qui s'est passé. Vous avez dit les femmes tuent comme des hommes. Oui. C'est récent? C'est assez récent. Mais vous peut l'expliquer? La femme, elle a évolué. La femme, elle se rapproche de l'homme professionnellement. Elles occupent des postes à responsabilité. Même si en France, elles sont un peu moins bien payées que les hommes. Mais les femmes occupent les mêmes fonctions. Vous avez des femmes pilotes de ligne. Michel Sardou l'avait parfaitement dit. Vous avez des femmes gardes du corps. Vous avez des femmes policiers, etc. Mais on a tendance à associer l'image de oui, la femme, mère, la vierge, ouais, dans notre culture judéo-chrétienne. Le lien avec l'enfant. Oui, la mère qui console, la femme qui apporte du plaisir, ça c'est un peu fini. Actuellement, les femmes ont pris des comportements criminels tout à fait semblables aux hommes. Elles tuent à coups de couteau. Elles tuent, il y a des femmes terroristes, il y a des femmes kamikazes. Les femmes font la guerre, les femmes font un service militaire. Regardez, aux États-Unis, il y a beaucoup de femmes engagées sur les fronts militaires. En France, moins. On a une idée de la proportion des femmes dans les maltraitances aux enfants aujourd'hui ? Alors, c'est très difficile parce que quand il y a une maltraitance importante au sein d'un couple, les deux sont impliqués. Mais dans les maltraitances infantiles, les maltraitances physiques, ce sont surtout les hommes. Les femmes ont des maltraitances plus subtiles. Beaucoup de maltraitances psychologiques, de comportements pour abaisser l'enfant, etc. Et puis beaucoup de comportements sexuels agressifs avec les enfants. Les petites filles ou les petits garçons subissant des viols maternels avec des manches à balai, avec des brosses pour tourner les cheveux, etc. Il y en a pas mal, avec des enfants qui meurent d'hémorragie interne. Ça vous fait jamais froid dans le dos, ces histoires ? Bien sûr, moi c'est le genre de dossier où je suis très mal. Je pensais qu'en vieillissant, j'allais m'aguerrir, j'allais me blinder, c'est pas vrai du tout. En vieillissant, je me fragilise, et peut-être parce que je suis grand-mère maintenant, et que quand je vois tous mes petits-enfants, mes 5 petits-enfants, c'est un peu difficile. Donc on prend du recul, mais on prend du recul dans les rapports. Quand on écrit un rapport, rien ne transparaît de votre affectivité, de votre émotivité. Quand on va témoigner aux assises, on est debout, je mets mes décorations aux assises, on est debout, raide dans ses bottes, et on fait sa déposition. Mais quand on voit les gens, quand on est face à eux, et quand on rédige, pendant qu'on rédige et qu'on dit non, ça je peux quand même pas l'écrire et tout, là on en prend vraiment plein la tête. Mais vous continuez. Oui. Merci beaucoup. Maintenant j'arrête. Merci à vous. D'être venu nous expliquer tout ça. Et si on va aller encore plus loin, votre livre Femme fatale qui est paru en 2009 pour aller un petit peu plus loin sur ce sujet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on se retrouve très vite sur Le Figaro TV.